Bonjour et bienvenue dans Acteur Éco, l'émission sur les acteurs économiques du Fénois pour vous aider à rebondir. On parle souvent d'entreprise dans notre émission, mais au cœur de l'entreprise, il y a surtout des êtres humains. Clé de voûte de tout ce système entrepreneurial, la crise a pourtant vu apparaître des désengagements, des licenciements et des burn-out importants. Cependant, il existe des professionnels capables de guider ces personnes vers leur reconstruction. Quels sont les leviers qu'ils utilisent? Les outils, les méthodes et les résultats. C'est ce que nous allons voir avec Emmanuel Schneider, coach de vie, que nous recevons tout de suite dans le studio d'Acteur Éco. Bonjour Manu. Yorana Léo. On va parler du coach de vie, c'est ton rôle. Alors c'est quoi un coach de vie? Qu'est-ce qu'il fait et ça sert à quoi? Alors le coaching de vie, c'est un outil d'accompagnement qui permet d'accompagner un individu ou un groupe d'individus à réaliser des objectifs de changement. Ça peut être dans sa vie, ça peut être dans une organisation, dans une entreprise. Voilà. Donc tout part d'un objectif. Si je suis bien dans ma vie, je reste comme ça, c'est très bien. Si j'ai quelque chose que je voudrais améliorer, le coaching peut m'y aider. Tu peux intervenir auprès d'un chef d'entreprise, mais tu peux intervenir aussi auprès d'un salarié. Oui, tout à fait. Alors, souvent, c'est le chef d'entreprise qui demande des coachings pour un manager, pour une équipe, etc. Donc après, il y a une manière d'intervenir de manière tripartite jusqu'à arriver aux objectifs. Alors depuis combien d'années tu fais ce métier? Moi, ça fait 5 ans que je suis coach certifié et un peu plus que j'ai rencontré le coaching en le testant d'abord sur moi. Et quand j'ai vu les résultats, je me suis dit, c'est quand même un outil très intéressant. On a l'impression que c'est très tendance finalement, que tout le monde vit et tout le monde en parle de ce concept, mais quelque part, il faut quand même avoir une sacrée formation et puis ça ne s'improvise pas. Alors, coaching, c'est un mot au tiroir, effectivement, hein, on peut tous se dire coach. En réalité, me concernant, par exemple, j'ai une formation qui est certifiée, donc ça veut dire qu'il y a une éthique derrière aussi. Euh, Quand tu parles d'éthique, c'est la confidentialité, c'est ce genre alors, de choses? c'est plus que ça, mais oui, c'est la posture en tout cas. Donc, bien avant les outils, c'est la posture. Donc, c'est de la bienveillance, du non-jugement, de la confidentialité, le fait qu'un coach ne donne pas de conseils. Ça, c'est quand même très différent des coachs qu'on rencontre parfois. Le fait que le coach, il a la certitude que son coaché a les ressources nécessaires pour trouver ses solutions. C'est intéressant ce que tu dis, donne pas de conseils. Donc, est-ce qu'on peut expliquer un peu ça? Parce que cette nuance, elle est importante. Ouais, je te donne un exemple, un des outils de base, l'écoute active. Dans l'écoute active, je fais qu'écouter. Mais au lieu d'écouter les mots, je vais entendre qu'est-ce qui est vraiment important pour la personne que j'ai en face. Et donc, mon seul travail, ça va être juste de poser peut-être une question ou deux, d'appuyer sur un mot. Et en faisant ça, je vais juste guider la personne vers qu'est-ce qui est important pour moi là maintenant dans tout ce que je suis en train de raconter. Bon, bah ça, l'écoute active, par exemple, c'est très simple, mais c'est typiquement un outil de coaching. Finalement, on a les outils en soi, on a des possibilités et tu viens les chercher, les développer, les trouver. Tu as les solutions que tu peux apporter à l'autre, à celui qui est avec toi. Ouais, le coach, son rôle, c'est d'ouvrir l'espace dans lequel la magie va se faire. Mais il ne va pas travailler à la place du coaché, il lui donne les possibilités de retrouver de quoi il a envie, qu'est-ce qui va le motiver, qu'est-ce qui va lui redonner de la motivation, de la confiance en soi, etc., selon sa problématique. Alors justement, parlons de motivation, mais qui est très lié à un mot qu'on entend beaucoup aussi en ce moment, le burn-out. Donc du côté motivation, un petit mot, et puis aussi parler du burn-out, parce que c'est vraiment le mot qu'on entend dans les entreprises et qu'on entend un peu partout en ce moment. Ouais. Je vais parler du burn-out d'abord et tu vas voir, ça va nous amener à la motivation parce que le burn-out, c'est d'abord une démotivation, une perte d'élan, un épuisement. Et l'épuisement, en général, il n'est pas que physique, hein. Il est d'abord moral et dans la motivation. Voilà. Et puis, dans le burn-out, il y a une perte de sens aussi, très souvent. Voilà. Et dans le pire des cas, il y a le corps qui dit stop. Voilà. On peut arriver jusque-là. Donc, la motivation, c'est une vraie question, en fait, dans le burn-out. Et quand tout s'arrête, une des premières étapes, ça va être, puisque tout s'est arrêté, je vais forcément avoir une phase où je vais me poser les vraies questions. Je te donne un exemple, une anecdote réelle avec une coachée. Ce n'est pas un burn-out, c'est un licenciement. Mais quand elle arrive, c'est le drame. Avec l'insécurité financière pour la famille, qu'est-ce que je vais faire d'autre? J'ai fait ça toute ma vie, etc. La Donc, remise en question. exactement. Donc, en apparence, c'est le coup de massue. Au bout juste d'une séance, les choses ont bougé à l'intérieur et il y a quelque chose qui a été entendu, c'est en fait, ça faisait un certain nombre d'années que je me sentais plus bien dans mon travail, des motivations, d'accord? Mais elle n'aurait jamais eu le courage de quitter son job. Donc tu vois comment rapidement on passe de quelque chose qui a l'air d'être une rupture, un accident, un drame,
à tout d'un coup quelque chose qui peut commencer à devenir une opportunité. Un mal pour un bien, finalement tirer profit d'un désavantage ou d'un inconvénient, c'est un petit peu le message que tu veux véhiculer aujourd'hui? Alors, plus qu'un message, disons, c'est une des premières étapes. Tu vois, quand il y a une rupture dans le parcours professionnel, un burn-out ou autre, effectivement, la première chose, c'est qu'on va commencer à changer le regard. On va aider l'individu à se dire, est-ce que je suis vraiment en échec? Est-ce que j'ai échoué? Ou est-ce qu'en fait, j'ai quelque chose qui s'ouvre, qui va me permettre de réinventer ma vie? Alors ça, c'est un des outils. Je suppose que tu as une palette d'outils. Quels sont les autres outils, par exemple, que tu peux utiliser dans ce type de problématique? Alors oui, on a une mallette d'outils et normalement, l'idée, c'est d'essayer de trouver ceux qui vont être le plus aidants pour le coacher selon sa problématique ou pour l'entreprise. Dans ces situations, il y a un outil qui est hyper puissant et bien connu, souvent d'ailleurs, c'est la roue de la vie. La roue de la vie, c'est un outil qui tout d'un coup, en quelques heures, va te permettre de regarder les différents domaines de ta vie et se dire, est-ce qu'il y a un équilibre là-dedans? Parce que le burn-out, la rupture dans le parcours professionnel, c'est juste l'aspect pro. Mais souvent, c'est pas déconnecté du reste. Parfois, il y a un déséquilibre ailleurs aussi. Et donc, l'un des premiers jobs, ça va être, OK, ce serait quoi une vie harmonieuse? Je peux me poser cette question dans ce moment-là. Et là, ça va changer plein de choses. La psychologie rentre en jeu. Est-ce qu'il faut être bon psychologue pour être un bon coach de vie? Ça, c'est une question piège. Euh, Le coaching, comme d'autres approches alternatives, c'est complémentaire de la psychologie. On ne travaille pas au même endroit, donc on ne fait pas la même chose. Donc ça veut dire aussi qu'il y a certaines situations où on ne va pas aller. Ça, ce sera le domaine d'un psychologue, en psychothérapie, psychanalyse, etc., mais pas du coach. Donc on a aussi des limites, donc c'est pas pareil, on ne travaille pas tout à fait au même endroit. On entend de temps en temps dans le milieu professionnel la confiance en soi retrouvée. Est-ce que c'est suffisant? Non, même si c'est un élément important. Euh, Par exemple, quand on est dans ces situations, une des premières choses qu'il va falloir faire, c'est réapprendre à s'écouter. Parce qu'on n'arrive pas, par exemple, au burn-out par hasard. C'est aussi qu'on a voulu tenir au-delà de ses propres limites et de ses propres capacités. D'accord? Finalement, quand je t'écoute, beaucoup de bon sens, c'est-à-dire être bien déjà soi-même pour être mieux avec les autres et puis mieux dans son entourage professionnel. C'est souvent ça. Alors oui, sauf que c'est l'inverse de ce qu'on nous apprend dans cette société en général. D'abord à cause de la valeur travail, Bien sûr. qui passe avant ma santé, avant mon bien-être, avant, tu vois, il y a beaucoup de choses comme ça. Et donc effectivement, là où ce serait du bon sens, c'est des choses qu'on doit, je disais, réapprendre, souvent qu'on doit apprendre. Parfois, on n'a jamais appris à prendre soin de soi avant le reste. Donc on commence par apprendre ça. On parle aussi dans le milieu professionnel du bilan de compétences. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu utilises et que tu épluches un petit peu avec la personne que tu dois en tout cas aider et épauler? Alors, le bilan de compétences est un très bel outil, donc qui est extrêmement utile dans ces situations-là. Nous, en coaching, on va travailler avec des outils qui sont complémentaires. Donc, on ne fait pas exactement la même chose. Par exemple, j'ai plein d'aptitudes, de ressources de savoir-être qui ne sont pas seulement issues de mon activité professionnelle. Dans toute ma vie, j'accumule des savoir-être. Passion, associatif, amis, relations, etc. Donc, nous, on va vraiment élargir le champ. On va aller exploiter la créativité. Des fois, j'aime créer, chanter, peu importe. Et là-dedans, on va trouver des ressources qui vont permettre de rebondir sur la suite d'un projet professionnel. Donc, c'est encore un peu plus large que le bilan de compétences. Chaque individu est différent, chaque problématique est différente. Est-ce que cette étude que tu fais, en tout cas ce travail que tu fais avec le salarié dans l'entreprise, il prend plus ou moins de temps? Quelles sont les durées qu'on peut mettre en avant? Alors, c'est effectivement très variable, donc il n'y a pas de réponse toute faite. Par exemple, quelqu'un qui a une bonne résilience, un mot qui est devenu très utile depuis quelques années, donc qui va avoir rapidement ce regard de je peux faire de cet aléa une opportunité, va sans doute avoir un processus plus rapide. D'autres personnes vont avoir besoin de faire comme un processus de deuil, comme on le dit souvent en psychologie, et ça peut mettre un certain nombre de mois, mais peu importe, là aussi, apprendre à s'écouter, c'est aussi se laisser le temps nécessaire pour rebondir. Tout le monde ne va pas rebondir dans le même temps et c'est bien comme ça. Comment se fait l'accompagnement dans l'entreprise? Puisque finalement, ce qui est un peu compliqué et que j'aimerais que tu décortiques un petit peu pour le téléspectateur, c'est que c'est une commande de l'entreprise pour des salariés, mais à quel moment justement le salarié se sent en totale confiance, n'a pas le sentiment d'être un peu télécommandé par le chef d'entreprise?
Alors, oui, c'est un vrai écueil de ce type de situation. Si par exemple on est sur un licenciement avec un accompagnement vers une reconversion, etc. Bon, d'abord, c'est un des éléments clés du coach, c'est-à-dire que ça va être à lui aussi de créer l'espace et la posture pour que le salarié se sente bien. Mais il y a aussi une phase de transition, c'est-à-dire qu'à un moment, le salarié va devoir prendre son envol et se sentir clairement, comment dire, autonome par rapport à l'entreprise. Donc du coup, il reste un accompagnement qui est un soutien, qui est une aide, mais il y a vraiment responsabiliser le salarié et c'est à lui à un moment de prendre son envol. Donc on sent hein, le moment aussi de cassure entre guillemets où hop, il coupe le lien définitivement et c'est une étape clé pour qu'il puisse se réinventer. Avec beaucoup d'objectivité, on l'a dit tout à l'heure, on parle de burn-out. Est-ce qu'il y en a plus aujourd'hui qu'il n'y en avait dans le passé? Comment tu sens cette tendance et cette évolution? Alors statistiquement, oui, hein, statistiquement en 2022, 34% de burn-out en France, donc c'est plus d'un salarié sur trois, c'est énorme, et c'est plus de 10 points par rapport à 2020. Donc d'après les statistiques, oui, il y a vraiment eu une augmentation. À mon sens, c'est pas, là, toujours pareil, c'est pas que négatif. Le confinement, le Covid, le travail à la maison, ça fait des ruptures d'équilibre, ça a rompu les habitudes et donc il y a énormément de prise de conscience. Donc les burn-out, c'est quand même aussi des moments de prise de conscience. D'ailleurs, c'est un des témoignages les plus courants. Il y a beaucoup de gens post-burn-out, 2 ans, 3 ans après, peu importe, ils vont te dire c'est le plus beau cadeau que j'ai eu. Alors que ça a été une épreuve très très dure à traverser. Mais derrière, il y a vraiment les prises de conscience sur finalement qu'est-ce qui fait sens pour moi. Avec le recul qui est le tien, finalement, on arrive au burn-out, c'est déjà trop tard. Quel serait le conseil de coach que tu pourrais donner aussi aux entreprises avant finalement, qu'elles ne te fassent intervenir? Bah, c'est la bascule qui est en train de se faire lentement. C'est-à-dire que là, Conditions de bien travail, sûr, on est dans une émission là qui parle d'acteurs économiques. Bon, bah, c'est déjà génial qu'on soit en train de parler de l'aspect humain de tout ça. En gros, les entreprises, c'est juste qu'elles réalisent qu'il n'y a pas d'entreprise qui marche, il n'y a pas d'économie qui va bien si les individus qui la créent ne vont pas bien. ce ne sont pas des machines. Exactement. Et donc, en attendant de les avoir remplacés, eh bien, il y a vraiment cette logique qui n'est pas juste du washing, comme on dit, hein, c'est-à-dire pour faire bien. Non, non, il faut se préoccuper du bien-être de ses employés. Oui, bien sûr. Tu as utilisé le mot d'inspirer, inspiration pour les autres. Finalement, est-ce que c'est pas ça le rôle du coach de vie? Alors, je ne suis pas sûr que ce soit indispensable. Je pense que c'est du bonus. Moi, je trouve que c'est bien d'incarner le plus possible les résultats de l'outil, hein. Si effectivement tu épanouis, si effectivement tu te réalises, tu fais ce que tu as envie, etc., c'est bon signe. C'est que peut-être l'outil peut aider à ça. Mais après, il y a des coachs qui sont très très bons sur l'outil et peut-être pas forcément inspirants dans tous les domaines de leur vie. Chacun choisit la manière dont il a envie de le pratiquer. Avec ton expérience et peut-être pour conclure, quel serait ton conseil pour aider justement, tous les coachés? Quel travail peuvent-ils faire pour aller plus vite et pour monter la pente, remonter la pente? Alors, je crois que la première chose, c'est vraiment le OK, je choisis de prendre soin de moi. C'est la base. Parce que quelle que soit la situation qu'on rencontre, qui nous fait souffrir, si je fais pas, je prends pas ce temps de revenir d'abord vers moi, alors je ne pourrai pas poser les bonnes actions. Ensuite, il y a peut-être une deuxième chose qui me vient, c'est euh, je reprends mon pouvoir. Je subis quelque chose, j'en souffre, je reprends mon pouvoir. Je peux toujours changer quelque chose qui va faire que je vais commencer à pouvoir poser des pas qui vont être plus harmonieux pour moi. Déjà, rien que ça peut faire un début de chemin vers plus d'harmonie. C'est peut-être ce que la société doit faire aussi aujourd'hui finalement. C'est ce qu'elle doit proposer. Alors, merci. Pour moi, c'est un art de vivre, hein, le coaching. C'est pour ça que quand tu disais être inspirant, je ne le fais pas pour être inspirant. Je le fais parce que c'est un art de vivre et que ça me rend plus heureux. Donc oui, moi, j'adorerais que la société cherche à faire que les individus soient plus en harmonie dans le travail, dans la famille, dans leurs activités associatives, etc. Ce serait magnifique. Merci beaucoup Manu. Je reprendrai ton mot art de vivre. Je pense que le monde économique doit s'inspirer justement de cet art de vivre, l'importance des mots, l'importance des valeurs, et ça on le partage régulièrement dans notre émission avec les acteurs économiques. À très bientôt sur TNTV.